Donc je voudrais d'abord remercier les organisateurs, en particulier Frédéric Guéret, de m'avoir invité à vous donner cette présentation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. J'ai un attachement particulier avec cet établissement puisque j'ai fait mon premier stage d'interne, ce qu'on appelait le stage indifférencié à l'époque, à l'hôpital de la Seine-sur-Mer, aux urgences. J'étais d'ailleurs surpris que le vigile me laisse passer encore aujourd'hui, donc ce qui prouve que les choses s'oublient avec le temps. Et puis aussi parce qu'on a une collaboration ancienne avec Claudine et son équipe qui, je pense, fonctionne assez bien, et vous le verrez peut-être un peu dans la discussion tout à l'heure. Alors moi j'ai la tâche difficile de vous parler de leucémie aiguë myéloïde, maladie qui n'intéresse personne à part quelques spécialistes. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérêt qu'il peut y avoir pour les non-spécialistes pour cette maladie qui a toujours été quand même une maladie un petit peu emblématique en cancérologie et qui a drivé un certain nombre de progrès de la cancérologie moderne et que j'espère qu'on va continuer à le faire. Alors le traitement de la LAM, c'est un traitement en fait qui est assez bien standardisé, calibré, y compris au niveau international, qui repose sur l'association de deux types d'agents cytotoxiques, des anthracyclines et puis un autre médicament qui s'appelle la cytarabine, qui est un analogue nucléosidique, avec ces protocoles qui sont intensifs, qui reposent sur une première cure qu'on appelle d'induction, qui permet d'obtenir une rémission complète. À l'heure actuelle, chez près de 80% des sujets jeunes et entre 60 et 70% chez les sujets plus âgés. On enchaîne après avec un traitement de consolidation qui inclut plusieurs cures de chimiothérapie et éventuellement une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, ce qu'on appelait avant la greffe de moelle. Le problème principal dans cette maladie, finalement, à l'heure actuelle, donc vous voyez, on arrive à mettre en rémission complète la grande majorité des patients. Le problème, c'est la rechute. On a l'habitude de dire, dans le milieu des développeurs de médicaments, que la leucémie aiguë myéloblastique, c'est le cimetière en fait des nouvelles molécules. C'est une formule qui est due à Alan Burnett, qui est le chef du groupe anglais, le MRC. Pourquoi ? Parce qu'au cours des 15 dernières années, il y a un grand nombre de nouveaux agents qui ont été testés dans cette maladie et tous ont échoué. Et donc, depuis plus de 15 ans, il n'y a pas eu d'enregistrement au niveau international de mise sur le marché de nouveaux agents pour le traitement de la leucémie aiguë myéloïde. Donc c'est une situation un peu déprimante. Et Alan Burnett aussi a l'habitude de dire, quand on montre des courbes où on voit les progrès des traitements, du type de celle qui est ici, d'ailleurs qui est une courbe du MRC, que le nouveau protocole qui fait mieux, c'est le protocole SAB pour Same as Before. Donc voilà, on fait toujours la même chose. Alors quand même, c'est intéressant de voir qu'avec le Same as Before, donc la même chimio, vous voyez quand même qu'au fil du temps, on a fait des progrès qui sont substantiels. Alors c'est pas une rupture, mais c'est une progression régulière. Les raisons, elles sont nombreuses. C'est probablement une constellation en fait de petits progrès effectués dans des domaines différents qu'on va balayer là rapidement, qui permettent d'obtenir des survies bien significativement meilleures qu'elles n'étaient il y a 10 ou 15 ans. La première chose sont les soins de support. Dans des maladies graves avec des soins lourds comme la leucémie aiguë, la qualité des soins de support va être fondamentale et peut avoir un impact direct sur la survie des patients. Je pense en particulier aux progrès qui ont été effectués dans la transfusion, des progrès assez récents sur la réanimation du patient d'onco-hématologie avec quelques équipes françaises qui sont en pointe dans ce domaine-là, pour avoir montré que, contrairement aux idées reçues qui prévalaient il y a encore 15-20 ans, où les réanimateurs refusaient l'admission de patients de cancéro ou d'hémato dans leurs unités sous prétexte que le pronostic cancérologique ne valait pas le coup et que un patient en aplasie n'était pas réanimable. Donc on a pu montrer que c'était totalement faux et on a évolué vers des prises en charge aussi précoces que possible pour les défaillances de ces patients d'oncohématologie et voire même des prises en charge anticipées. Ça, c'est ce qu'on pratique depuis une dizaine d'années maintenant à l'IPC pour les leucémies aiguës au diagnostic. Et ça, on le fait en partenariat d'ailleurs avec les autres centres de la région avec lesquels on a pu définir des critères de gravité initiaux qui justifient l'admission directement en réanimation d'un patient avec une leucémie aiguë, alors même que le patient n'a pas de critères objectifs de défaillance.
L'autre chose, c'est évidemment les progrès des anti-infectieux, les antibiotiques, mais surtout dans notre domaine, les antifongiques, puisque les infections fongiques, notamment champignons filamenteux, sont une cause de mortalité importante chez les patients qui sont en aplasie prolongée. Et là, l'arsenal thérapeutique s'est beaucoup développé et a probablement contribué à l'amélioration de la survie. Et puis, la greffe allogénique a également fait des progrès considérables au cours des 10 dernières années, puisqu'on a pu repousser les deux barrières principales qui limitent l'accès des patients à la greffe allogénique, qui étaient, la barrière de l'âge, en modifiant le traitement de préparation à la greffe, ce qu'on appelle le conditionnement, en proposant depuis quelques années des conditionnements d'intensité réduite qui, du coup, peuvent être proposés à des patients d'âge plus élevé qu'avant. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, l'âge limite de la greffe était de 45 ans, et on est actuellement, là en fait, on a franchi depuis quelques années la barre des 70 ans. Donc vous voyez que les progrès ont été considérables. Et puis l'autre chose, c'est l'autre barrière, c'est la barrière de la compatibilité HLA. Et là aussi, on a pu repousser les limites de la compatibilité pour faire des transplantations avec ce qu'on appelle des donneurs alternatifs. Et donc ça se traduit par ces courbes-là que vous voyez ici, donc qui sont des courbes issues du registre, du rapport annuel de l'Association européenne de greffe de moelle, où vous voyez l'augmentation, c'est des courbes d'activité en fait, qui sont présentées là, qui augmentent de façon majeure. On le voit moins sur cette courbe-ci, mais en fait là il y a plus qu'un doublement au cours des 5 dernières années pour la réalisation de greffes à partir de donneurs qu'on appelle haplocompatibles, c'est-à-dire en situation de semi-compatibilité. La semi-compatibilité, on a ça, normalement c'est les lois de la génétique, avec ses parents et ses enfants. Donc vous voyez qu'évidemment ça ouvre grand le champ des possibilités de trouver des donneurs. Et puis le dernier élément qui est à mon sens probablement le plus important, c'est la mise en place de stratégies adaptées au risque. Alors ça veut dire quoi des stratégies adaptées au risque? Donc dans ce traitement des leucémies aiguës, on a finalement le levier pour moduler l'intensité du traitement, c'est principalement l'indication de greffe, qui est un traitement qui est plus puissant mais associé à une morbimortalité qui est sévère. Donc l'idée c'est finalement pour pouvoir proposer, de sélectionner les bons candidats pour la greffe, et les bons candidats pour la greffe sont les patients pour lesquels on peut prédire que les chances de guérison avec une chimiothérapie standard sans greffe seront insuffisantes. Et donc ça s'est fait en fait avec les progrès de la génétique et vous le savez, et Claudine l'a mentionné pour la myélodysplasie, mais c'est vrai également pour les leucémies aiguës. Donc chez environ la moitié des patients, on trouve des anomalies chromosomiques et les études qui ont été conduites dans les années 90 ont permis de corréler le pronostic, c'est-à-dire les chances de guérison avec le traitement, la chimiothérapie, à la présence ou l'absence de telle ou telle anomalie chromosomique. Donc ça a été un outil important dont on s'est servi pour moduler les indications de greffe. Donc les sous-groupes de patients, vous voyez, qui ont les meilleurs résultats avec certains types d'anomalies chromosomiques. Pour ces patients-là, en fait, on ne propose pas de greffe puisque les résultats avec la simple chimiothérapie sont équivalents à ceux qu'on obtiendrait en intensifiant le traitement. On est en train de progresser dans ce domaine-là avec l'introduction des techniques de génétique moléculaire qui ont permis d'identifier des mutations de l'ADN. Donc on zoome en fait on descend du chromosome vers la molécule d'ADN et on utilise actuellement en routine depuis 5 ou 6 ans la présence de mutations de certains gènes qui sont FLT3-NPM ou CEBP-alpha qui vont permettre, au sein d'un sous-groupe de patients qui était dit de pronostic intermédiaire, d'identifier un sous-groupe de patients qui sont de pronostic plus favorable, pour lesquels donc on a retiré les indications de greffe et en revanche identifié un autre groupe, vous voyez, où le pronostic est plus sévère. Donc ça a permis d'affiner nos classifications et d'évoluer de classifications cytogénétiques vers des classifications dites génomoléculaires, donc qui combinent en fait la cytogénétique classique et la génétique moléculaire. Alors la génétique moléculaire a fait des progrès phénoménaux au cours de ces dernières années avec des technologies qui permettent maintenant d'envisager quasiment en routine l'analyse de l'intégralité du génome d'une cellule tumorale. La particularité des leucémies par rapport à la biologie, c'est une chose qui est assez triviale, mais qui est la facilité d'accès en fait aux cellules tumorales, qui permet donc
de faire évoluer, d'introduire des nouvelles technologies rapidement. Ce graphique est un petit peu compliqué, il est issu en fait des travaux d'un consortium américain qui a étudié les mutations présentes dans l'intégralité du génome des cellules leucémiques provenant de 200 patients différents avec des leucémies aiguës myéloblastiques. Et comme vous pouvez le voir, donc vous avez là ici en colonne la liste des gènes qui étaient anormaux et en ligne les gènes et en colonne les échantillons de patients. Le message là, il est simple en fait, c'est dans cette étude, on a retrouvé une moyenne de 5 mutations différentes chez chacun des patients et ces mutations concernaient 200 gènes différents. Donc ça vous donne une idée de la complexité des données qui vont être produites par ces technologies, mais également de des possibilités phénoménales d'exploration de ce qui se passe réellement dans les cellules tumorales. Et un des premiers débouchés de la mise en évidence de ces anomalies, c'est que certaines mutations de certains gènes, on les appelle drogables, c'est-à-dire il existe des composés pharmacologiques qui vont pouvoir réverser les effets de ces mutations sur le fonctionnement des cellules, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes qui vont les rendre malignes. Et donc un des gènes les plus fréquemment mutés dans cette maladie, c'est un gène qui s'appelle FLT3, qui est présent, donc qui est muté chez à peu près 20 à 25% des patients. Et il existe plusieurs composés en fait qui sont donc ce qu'on appelle des anti-FLT3 qui vont inhiber la protéine anormale produite par le gène muté. Et donc cette année au congrès international de l'ASH, donc, il y a eu des premiers résultats positifs qui ont été rapportés par une équipe allemande qui montraient que l'adjonction d'un médicament qui s'appelle sorafenib, que les oncologues connaissent bien, donc le sorafenib capable d'inhiber un certain nombre de kinases, et incluant FLT3. Et si on rajoute du sorafenib à la chimio traditionnelle de la leucémie aiguë, comme vous voyez ici, on a un bénéfice en termes de survie sans événement qui est significatif. Et puis un deuxième composé qui est en cours de développement, qui n'est pas encore sur le marché, qui s'appelle quizartinib, qui est un composé plus sélectif et plus puissant que le sorafenib, et qui a donné des résultats assez prometteurs dans les études préliminaires. Alors je ne vais pas rentrer dans la liste de toutes les mutations et toutes les molécules en développement, juste pour mentionner celle-ci, donc IDH, c'est un gène qu'on retrouve muté dans à peu près 10% des cas de LAM, donc c'est assez substantiel, et récemment un inhibiteur qui s'appelle l'AG221 qui a été mis au point et testé dans des essais cliniques avec des réponses objectives et durables en monothérapie par voie orale chez des patients qui étaient résistants à la chimiothérapie, donc qui sont également assez prometteurs. Mais vous le voyez, en fait, le nombre de mutations pour lesquelles on va avoir des molécules est assez limité, et le nombre de patients qui auront ces mutations pour lesquelles on aura des molécules va être encore plus limité. Donc c'est ça la limite principale de cette stratégie, c'est qu'on va avancer en réglant le problème par petits groupes de 5-10% de patients. Alors vous me direz, c'est bien et on va continuer à avancer. Mais ça laisse de côté aussi d'autres voies de progrès qui reposent en fait sur tout un tas de composés, donc là qui sont résumés sur ce schéma, qui vont pas forcément être efficaces quand il y a une mutation particulière, mais qui peuvent être efficaces dans une bonne proportion de cas de leucémie, et qui vont intervenir à différents niveaux de dérégulation des cellules malignes, que ce soit dans les interactions entre les cellules du micro-environnement et la cellule tumorale elle-même, dans ses voies de signalisation, au niveau du noyau, donc là les agents épigénétiques auxquels il était fait mention tout à l'heure sont présents, ou également en intervenant sur les cellules du système immunitaire pour les forcer à tuer ces cellules malignes. Donc vous voyez que les voies de progrès sont nombreuses. Juste le petit logo de l'IPC pour vous montrer les agents pour lesquels on a pu conduire des essais de phase précoce. Et puis il y a une autre stratégie qui consiste en fait à faire une approche personnalisée mais inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une mutation pour aller fabriquer un médicament, on prend les médicaments qui existent et on va aller regarder dans quel sous-groupe défini par des mutations ils vont être efficaces ou pas efficaces.
Donc ça, on peut le faire à relativement grande échelle, en prenant les cellules, les échantillons de cellules qui viennent des patients, on les met sur des plaques dans lesquelles on a pu déposer en fait des différentes concentrations d'une librairie de médicaments. On peut tester comme ça 80 à 100 médicaments différents en même temps, de façon simultanée, à partir d'un seul échantillon. Donc ça, c'est une technique, celle qui est présentée ici, a été mise au point par l'équipe d'Yves Colette au CRCM à Marseille. Et donc, on va pouvoir tracer ces courbes là qui vont nous dire tel agent est efficace ou n'est pas efficace dans l'échantillon donné. Donc ce qu'on a fait là, je vais aller assez vite là-dessus, c'est juste une illustration de mon propos. On peut mettre donc sur le même graphique une représentation où on va avoir, donc toujours pour des échantillons qui sont représentés en colonnes, des échantillons différents. Le vert, c'est quand c'est sensible à un médicament donné qui est présenté en ligne ici, et quand c'est rouge, c'est résistant. Et puis au-dessus, pour chaque échantillon, on a le panel de mutations qui sont présentes. Donc on va essayer de corréler en fait un regroupement de mutations avec un profil d'efficacité à un médicament donné. Et puis on peut également envisager, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement, d'utiliser ces technologies à l'échelle individuelle. Donc là, on est en train de mettre en place un essai thérapeutique dans lequel donc, les patients qui sont en échec des traitements conventionnels, on testera à la fois la recherche de mutations à grande échelle et une librairie de médicaments. Et on va combiner en fait les informations qui sont données par les deux techniques qui pourront donner aux cliniciens une liste de médicaments potentiellement actifs chez ce patient donné. Alors, évidemment, ça se fait dans le cadre de la recherche clinique parce que on n'a pas de résultats pour être sûr que ce type d'approche va être efficace et donc c'est important d'encadrer ça et de l'évaluer. Donc cette étude devrait commencer dans les semaines qui viennent. Donc je voudrais juste conclure en vous disant deux mots de la façon qu'on a de travailler avec nos collègues ici à Toulon. Ce qu'on a pu mettre en place pour la prise en charge des leucémies, mais également des myélodysplasies, c'est des prises en charge qui sont graduées. La première chose à faire pour les leucémies aiguës, c'est d'identifier les urgences thérapeutiques. Et donc là, l'interaction va se faire par un coup de fil portable à portable entre les hématologues pour ne pas perdre une minute. On partage aussi les décisions par des RCP qui se font en visioconférence. Donc là, c'est un rythme qui est tous les 15 jours. Donc c'est pour des décisions qui sont évidemment moins urgentes. Et quand on a choisi le traitement du patient, on va choisir le site dans lequel le traitement sera appliqué en fonction des stratégies de traitement, notamment du niveau d'intensité du traitement. Et également, ça permet de sélectionner les patients pour des essais thérapeutiques, qui se déplacent quand on a de bonnes chances de pouvoir les inclure dans un essai. Puis la prise en charge, elle n'est pas que graduelle, elle est partagée. Et on a des patients qui sont suivis, qui ont leur chimiothérapie à l'IPC, mais qui vont avoir leur transfusion à proximité ici, ou l'administration de leur traitement ambulatoire, notamment les agents déméthylants que Claudine mentionnait tout à l'heure. Et ça se traduit, donc pour parler des essais, en particulier des essais de phase précoce qui m'intéressent particulièrement. Donc on a mis en place en fait une unité d'essai de phase précoce qui s'appelle ETOH il y a maintenant 5 ans. Donc vous voyez que l'accroissement d'activité en termes d'inclusion de patients a été assez quasi exponentiel. Donc on est assez content de ça. Et ça s'est fait. Vous voyez la provenance des patients. En fait, on a 41% des patients qui ont été inclus dans ces essais de phase précoce, qui étaient des patients qui venaient de PACA hors Bouches-du-Rhône, et notamment d'ici. Donc c'était juste pour saluer les efforts de tous et vous montrer l'efficacité de nos collaborations. Je vous remercie de votre attention. L'actualité qui est très riche, surtout avec de la recherche très poussée. Et ce qui est assez important, c'est qu'on s'approche de plus en plus vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on voit que sur des populations il y a des échecs, on va aller screener au plus près du génome du patient, s'il y a certaines génomies ou certaines mutations. J'ai juste une question pratique. On voit que en général, on se base sur la cytogénétique sur la génomie. Comment ça se déroule ces recherches cytogénétiques à grande échelle? Plateforme, est-ce que tout le monde le fait dans son service? Et ensuite, pour la génomie, comment vous organisez globalement?
une bonne question. Effectivement, ça pose le problème effectivement de ce qu'on appelle le transfert de technologie, hein, le moment un peu délicat où on va passer de choses qui sont faites en recherche vers l'utilisation en routine. En fait, ce mouvement-là, il est déjà en marche parce que on est capable maintenant depuis presque une dizaine d'années d'utiliser des techniques de génétique moléculaire pour détecter des mutations. Et là, il y a eu des initiatives au niveau national, notamment par l'Institut national du cancer, pour développer des plateformes régionales vers lesquelles vont pouvoir converger les échantillons pour mettre à la disposition des patients, permettre l'accès à ces nouvelles technologies qui sont pour l'instant qu'il n'est pas possible de développer dans des centres de petite taille parce qu'il faut une masse critique suffisante d'échantillons pour justifier les coûts de matériel, la formation du personnel, etc. Donc là, il y a la nouvelle étape, en fait, ce qui change dans la génomique à l'heure actuelle, c'est le passage de ce qu'on sait bien faire et qui est à disposition des gens en routine, qui est l'analyse de gène par gène, c'est-à-dire l'hématologue va demander est-ce qu'il y a une mutation de FLT3, l'oncologue va rechercher la mutation de KRAS pour un cancer colique, etc. Donc on fait gène par gène. Les nouvelles technologies, celles que j'ai montrées, c'est ce qu'on appelle les techniques à haut débit, c'est-à-dire que là on est capable de balayer l'intégralité du génome. Donc on rentre dans un niveau de complexité qui est très très supérieur, avec derrière non seulement, c'est pas si complexe que ça en termes d'analyse elle-même, puisqu'il y a des robots qui sont très automatisés, mais c'est plutôt l'analyse des données qui doit faire appel à de la bioinformatique qui va compliquer les choses. Et si on n'a pas un spécialiste bioinformaticien, on ne peut pas s'en sortir tout seul, juste en regardant, vous voyez, le truc qui sort de la machine, comme dans un vieux téléx de l'époque. Donc ce mouvement-là, il est en marche aussi, à différents niveaux. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos plateformes sont en fait ouvertes pour les centres avec lesquels on collabore dans la région, par l'intermédiaire de tout ce qu'on a mis en place de RCP communes, d'échanges des patients, etc. Donc ça se fait de cette façon-là, disons, locale et artisanale. Après, au niveau de l'Institut national du cancer, il y a des initiatives aussi pour continuer cette démarche de mise en place de plateformes qui s'engagent à travailler pour les autres. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les deux présentations éventuellement Oui, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était donc des possibilités de réparation de ces mutations génétiques. L'idée là, c'est pas de les réparer, c'est de contrecarrer leurs conséquences pour faire mourir la cellule qui en est porteuse. La réparation ferait appel à la notion de thérapie génique qui, pour l'instant, il y a quelques études qui ont été efficaces, mais dans des maladies différentes, en dehors du champ de la cancérologie, en fait, dans des situations où, en fait, ce sont des gènes déficients qu'on remplace. Le problème, c'est qu'en cancérologie, la déficience de gènes peut conduire au cancer, mais ce qu'on rencontre très souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire des gènes qui ont tendance à trop fonctionner ou fonctionner de travers, qui vont être responsables du processus. Donc là, le remplacement ne s'applique pas. C'est un petit peu plus compliqué. Une autre question ou un autre commentaire éventuellement? Bon, ben, on va remercier nos deux intervenants. On va pas perdre trop de temps cette journée qui est assez chargée.